qui est le président fondateur de la coopérative MU, et Gilles Attaf, qui est le président du label Origine France Garantie, des Forces Françaises de l'Industrie, et puis tu finiras de te présenter parce que tu as de nombreuses casquettes. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et essayer de rester sur 3 quarts d'heure, je crois. Non, on a 3 quarts d'heure en tout, donc parlez-nous une demi-heure et avoir au moins un quart d'heure de temps d'échange avec vous, parce que c'est toujours assez frustrant, je trouve, de ne pas pouvoir discuter, donc on va essayer d'être concis. Donc rentrons dans le concret. Donc moi je suis Florence Bétinger, je suis la fondatrice et présidente de Gobilab. Il y a 12 ans, quand tout le monde aimait encore les gobelets, les bouteilles jetables, j'ai lancé une entreprise pour réduire les déchets dans les entreprises en me disant c'est au bureau qu'on consomme le plus de jetables. Ma solution évidemment c'était de proposer à toutes ces organisations de passer au réutilisable. Et en fait, au moment où on s'est dit mais c'est sans doute une bonne idée, on s'est posé plein de questions en me disant mais est-ce que c'est pas une fausse bonne idée? Est-ce que juste le fait d'être réutilisable et pas jetable rend mon produit vertueux? Est-ce que si j'interroge pas ses conditions de fabrication, est-ce que si je le fais à l'autre bout du monde, ça reste quand même un produit vertueux et durable? Bref, en voulant soulager les océans de quelques milliers de tonnes de plastique jetable, je me suis retrouvée à interroger tout le système productif. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Anthony dans un premier temps, donc expert en évaluation environnementale, avec qui on a eu un grand chemin que tu vas nous partager tout à l'heure. Et puis, spoiler alerte, pour la suite de l'histoire, j'ai décidé de fabriquer en France, au plus près en fait de nos clients. Et j'ai vu ce sujet ces 12 dernières années en fait monter dans l'opinion publique. J'ai vu celui des déchets monter, mais j'ai vu aussi celui de la relocalisation et du Made in France. On n'était pas très nombreux il y a encore 10-15 ans et on l'est de plus en plus, et autant ProDurable a triplé de volume en quelques années. Le salon du Made in France, j'étais complètement épatée l'année dernière aussi. Voilà, donc je vais commencer par toi, Gilles, te passer la parole pour que tu nous racontes un peu la big picture sur ce Made in France, et puis en quoi, selon toi, ça fait totalement partie de la réflexion sur le développement durable. Merci. Merci de m'avoir invité. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Alors aujourd'hui, je suis Gilles Attaf, je suis le président de la certification Origine France Garantie. Gobi est un formidable ambassadeur pour la certification Origine France Garantie. La certification Origine France Garantie, elle a une dizaine d'années aujourd'hui. C'est une certification qui garantit aux consommateurs que le produit est réellement fabriqué sur le territoire français, puisqu'on fait des audits par des organismes indépendants. En fait, le but pour nous, c'est de garantir aux consommateurs, en toute transparence, qu'ils consomment un produit dont les caractéristiques ont été prises sur le territoire français. Donc, nous, on travaille sur l'origine du produit, pas sur la qualité. Alors, le fait est qu'aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, on avait toujours l'image que la production française était une production de qualité. C'est pas toujours le cas. Mais nous, on n'est pas sur ce périmètre-là. Nous, ce qu'on veut, c'est garantir au consommateur que quand il achète ce produit, quand il consomme avec sa carte bleue, quand il fait un acte citoyen, parce que nous, on estime que acheter avec sa carte bleue, c'est un peu comme voter. On vote avec sa carte bleue parce qu'on décide de participer au modèle social français. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de porter. Nous, ce qu'on voulait, c'est que le consommateur soit effectivement sûr que le produit est fabriqué en France. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement, vous le savez tous aujourd'hui, beaucoup de marques qui utilisent l'immatériel, l'image du Made in France, de la fabrication française, pour promouvoir ces produits. Et donc, en fait, cette certification qui a été créée, pas par moi, mais par Yves Gégaud, notre fondateur, il y a une dizaine d'années, sur le constat que le fabriqué en France n'était pas assez exigeant, et que le code des douanes suffisait, en fait, c'était le code des douanes qui est toujours d'ailleurs qui régit le fabriqué en France. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'une opération substantielle sur le territoire français ait été faite pour qu'on puisse prétendre fabriquer en France. Alors qu'est-ce qu'une opération substantielle? Bon, après, chacun peut effectivement avoir sa propre opinion sur le sujet. Quoi qu'il arrive, nous on estimait que c'était pas assez exigeant, donc on a décidé de monter cette certification avec deux socles qui nous semblent fondamentaux, à savoir le 50% de la valeur ajoutée du produit qui doit être française. Pourquoi 50%? On était parti du Swiss Made, qui était le plus exigeant label, qui était 45%, donc on a un petit peu levé à 50%. Et surtout que toutes les caractéristiques essentielles du produit aient été faites sur le territoire français. En gros, toute la
fabrication, à partir du moment où on commence un produit, on commence à le fabriquer, il faut que toutes les opérations soient faites sur le territoire français. On ne peut pas faire un aller-retour à l'étranger sur une opération. Donc ça peut, à la fois, ça peut paraître très exigeant. Pour certains, c'est pas encore suffisant. La problématique que vous connaissez tous aujourd'hui, c'est que, hélas, on a perdu quand même énormément de souveraineté sur l'industrie et sur les matières premières, et on n'est pas en capacité aujourd'hui de demander des niveaux plus élevés de 50%. Alors on y tend, dès qu'on peut dans une filière augmenter effectivement le niveau d'exigence, on le fait, hein. Le but c'est vraiment d'essayer d'augmenter le niveau d'exigence, mais c'est compliqué parce qu'on a encore des filières qui ont été tellement démantelées. Alors on part de très très loin. Là tu m'as invité très gentiment pour parler des relocalisations. Hein, je vous rappelle quand même, il y a des chiffres qui font mal aujourd'hui, en tout cas moi j'estime qu'ils font mal. On est toujours à 10% du PIB dans l'industrie, hein, versus 16% de moyenne sur l'Europe, et plus de 20% chez nos amis allemands, anglais on est à 16%, les Italiens 16% à peu près. Enfin, voilà, on est vraiment en retard en termes de réindustrialisation parce qu'on a laminé notre pays, clairement, puisque vous savez qu'on nous a vendu pendant 40 ans que l'atelier du monde serait en Chine et que la France serait un pays de tertiaire. Alors je vous rassure, on n'est pas devenu un pays de service du tout, mais par contre on a perdu complètement notre industrie. Donc par rapport à ça, aujourd'hui on part de très très loin. Donc nous, avec Origine France Garantie, on essaye de promouvoir cette réindustrialisation parce qu'on a une conviction. Et là je prends la deuxième casquette dont vous voulez que je vous parle, c'est les Forces Françaises de l'Industrie, qui est un club d'entrepreneurs, d'activistes de la réindustrialisation, hein, parce que nous on estime qu'un pays qui perd son industrie, c'est un pays qui meurt, et surtout qui perd sa cohésion sociale. Moi c'est fondamental, en tout cas dans mon engagement, c'est le fait de relancer l'ascenseur social, et moi j'estime qu'un pays qui produit, c'est un pays qui est en capacité de relancer l'ascenseur social, puisque l'usine est un formidable endroit où tout le monde se côtoie, où on peut se former, on peut avoir un projet de vie, on peut rester dans son territoire, on peut rester dans ses régions. Donc c'est fondamental. Aujourd'hui on parle beaucoup de cohésion sociale. Posons-nous la question, pourquoi on a perdu cette cohésion sociale en même temps qu'on perdait nos industries dans les régions et dans les territoires. Voilà, je suis trop long peut-être déjà. Non, mais je te vois. Donc voilà, donc le périmètre d'Origine France Garantie, je voulais un petit peu. Alors moi je suis un entrepreneur et j'ai dirigé une marque française pendant une vingtaine d'années qui avait une usine en France, la dernière usine de fabrication de costumes à Limoges, qui a disparu aujourd'hui, enfin qui a disparu, elle n'a pas disparu, mais disons qu'elle a muté aujourd'hui. Donc moi je suis un traumatisé de la perte des savoir-faire. Et c'est pour ça que je me bagarre pour qu'on puisse continuer en France à garder des savoir-faire. Parce que les relocalisations, on part de très très loin. En 2021, on a eu, pour vous donner quelques chiffres, comme tu voulais que j'en donne, on a eu la construction de 120 usines. C'est le solde net, hein, parce qu'en fait, il y en a eu 170, on en a perdu 50. Ça a créé 30 000 emplois. Et sur l'industrie, il y a une chose que vous devez savoir, qui me semble aussi essentielle, c'est que quand un emploi industriel est créé, ça génère 3 emplois indirects. Donc ça aussi c'est important, c'est des choses qu'il faut qu'on ait en tête, parce que ça peut redonner aussi de l'énergie à notre économie. Voilà. Après, sur le périmètre de ce qui nous parle aujourd'hui, moi j'ai le sentiment un peu, peut-être, c'est peut-être un peu pompeux de ma part, mais que le Made in France était écologique avant l'heure, parce que quand vous produisez local, de fait, vous êtes plus vertueux que si vous produisez au bout du monde. Donc nous on se bagarrait depuis très longtemps sur ce périmètre du social, on va dire. Tous les activistes comme moi, les vieux dinosaures du Made in France, on se battait pour effectivement les emplois, pour l'économie. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a une convergence aujourd'hui. Moi j'appelle ça exprès auprès des journalistes une convergence des luttes. Alors ça leur plaît beaucoup. C'est entre l'écologie et le social, parce que quand vous produisez le local, vous irriguez une économie, mais en plus vous êtes vertueux, parce que le circuit court, qui est le sujet qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est essentiel pour redonner de l'espoir, et tout le monde aujourd'hui est d'accord. Et nous on se sert de cette vision aujourd'hui sur l'économie pour promouvoir la réindustrialisation et le circuit court. Parce qu'effectivement aujourd'hui, c'est comme sur la commande publique. Sur la commande publique aujourd'hui, on essaye de faire travailler des leviers sur le RSE. Pour nous, ça peut être un moyen de récupérer de la commande publique, parce que la commande publique encore en France, c'est quand même une catastrophe. Hein.
je donne beaucoup de chiffres, mais ça c'est important que vous l'ayez en tête. Sur la commande publique, les Allemands récupèrent 80% de leur commande publique, nous on en récupère 20% à peu près. À chaque fois je regarde Julien, parce que c'est notre directeur technique à Origine France Garantie, donc j'ai besoin qu'il me dise que c'est bon. Donc c'est bon. Voilà, on est à peu près sur ces niveaux-là. On a la commande publique c'est 200 milliards par an quand même. Et je vous rappelle un chiffre aussi qui est fondamental, c'est que la France, aujourd'hui la balance commerciale de la France est déficitaire de 100 milliards. 100 milliards. Donc ça veut dire qu'on importe des produits, donc on importe effectivement, on importe l'empreinte carbone de ces importations est catastrophique. Donc si on arrive à réduire aussi le déficit de notre balance commerciale, de fait, on est virtueux. C'est pour ça que je dis que tout ça, aujourd'hui, c'est une bataille culturelle, c'est une bataille sociale, on doit tous être derrière ce sujet. Pour nous, ce que nous on appelle la réindustrialisation. Et d'ailleurs, je vous encourage à... Voilà, je fais de la publicité. Voilà, donc Julien qui est là a dirigé un lab Origine France Garantie. Et on a sorti une étude qui s'appelle « Construire l'usine nation de demain ». Et le volet écologique est fondamental dans cette étude. Et donc je vous encourage à la lire. On en a quelques exemplaires, je crois, pour ceux qui veulent. Donc voilà, un petit peu le périmètre de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Du coup, Anthony, je te passe tout de suite la parole. Merci. Merci pour l'invitation. Un peu long, mais passionnant. Donc moi, je m'appelle Anthony Boulle, je suis cofondateur d'une agence qui s'appelle MU, qui est une agence de conseil en éco-conception. Pour faire simple, on mixe des experts environnement et des designers industriels pour accompagner nos clients de toute taille, de tout secteur, à intégrer l'environnement dans le développement de leurs produits. Donc on existe depuis 12 ans maintenant, c'est il y a 12 ans justement que j'ai rencontré Florence, qu'on a commencé à discuter et que Florence et ses associés sont venus vers nous en nous disant voilà, on a une idée, on aimerait bien remplacer les contenants jetables pour la boisson au bureau par une solution réutilisable qui soit fabriquée en France. Donc voilà, le Made in France était déjà un bon parti pris de départ, en tout cas dès qu'on a commencé à travailler, je me rappelle c'était sur une terrasse de café. Et voilà, l'idée, tout de suite dit, l'idée est top, c'est des pionniers de l'économie circulaire, on ne parlait pas encore d'économie circulaire à l'époque. Même la gourde n'était pas à la mode. Pas du tout. Pas du tout. Il a fallu lever un certain nombre de freins pour l'acceptation de la gourde au bureau en tout cas. Et voilà, donc nous, notre rôle dans cette histoire, ça a été de les accompagner dès le début, à essayer d'anticiper autant que possible tous les points forts, tous les points faibles de cette idée de départ. L'idée, c'était vraiment de se poser la question, est-ce que mettre dans les mains de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise une solution réutilisable, est-ce que c'est mieux que ce qui se passe aujourd'hui? En l'occurrence, une majorité de contenants jetables, mais pas seulement. Un des principes de l'éco-conception, c'est pas de se dire c'est une solution qui est bien ou c'est une solution qui est pas bien. C'est pas du blanc et du noir. L'idée, c'est de se positionner par rapport à une situation de référence et de savoir si ce qu'on va mettre sur le marché, ce qu'on va développer, va permettre d'améliorer cette situation de référence. En l'occurrence, les pratiques actuelles de la consommation d'eau au bureau. Donc on est arrivé en leur disant, voilà, il y a une multitude d'enjeux derrière vos produits. Effectivement, l'idée sur le papier est top, mais voilà, vous avez des points faibles. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui sont liés à la fabrication de la matière, il y a des enjeux qui sont liés à la fabrication, il y a des enjeux qui sont liés au temps d'utilisation de la gourde, parce que si c'est réutilisable, ça veut dire qu'il faut le laver. S'il faut le laver, il faut consommer de l'eau, il faut consommer de l'énergie. Il y a des enjeux parce que vous voulez nous emballer ça dans un gros carton, et puis le carton, il y a des impacts aussi associés au carton. Donc, tous ces enjeux-là qu'ils avaient peut-être pressentis, mais en tout cas pas forcément tous anticipés, nous on les a mis sur la table pour être capables de trouver des solutions pour réduire autant que faire se peut l'impact environnemental du produit et en faire une solution pertinente par rapport aux pratiques actuelles au bureau. Donc ça a vraiment été notre rôle, avec parfois des arbitrages qui n'étaient pas évidents. Voilà, là on va gagner sur les émissions de gaz à effet de serre, mais on va perdre sur les consommations d'eau. Voilà, des choix comme ça à faire tout au long du projet. Qui nous ont amené progressivement à la première version, celle-là, du Gobi qui a été commercialisée en 2012, c'est ça, qui était une solution qui nous paraissait pertinente. On était capable de faire la démonstration que c'était une solution pertinente avec des chiffres, mais aussi une solution améliorable. Il y a plein d'idées, plein de pistes qu'on avait envisagées dès 2011, qui n'ont pas pu être mises en place la première année. C'est pas tellement grave, parce que l'éco-conception, c'est une démarche d'amélioration continue. On va toujours chercher à
progresser par rapport à notre point de départ. J'ai en tête plein d'exemples, hein, le recyclage des chutes industrielles, on ne savait pas quoi en faire à l'époque, la question de l'allègement, on avait des difficultés industrielles aussi pour réduire les épaisseurs, etc. Toutes ces solutions, elles n'ont pas pu être mises en place au départ, mais on les avait identifiées et elles ont pu être mises en place au fur et à mesure, parce qu'on a eu la chance d'accompagner Gobi dans la plupart de ces développements produits. Donc voilà, moi aujourd'hui, mon rôle, c'est d'arriver avec la casquette environnement et d'essayer d'apporter quelques éclairages sur cette relation qu'il peut y avoir entre relocalisation, fabrication française et environnement, avec voilà, parfois des choses qui peuvent être aussi contre-intuitives. C'est ça qui est passionnant dans l'éco-conception, en fait, c'est justement de ne pas aller parfois vers des fausses bonnes idées parce que des pistes qu'on croit vertueuses spontanément, quand on mesure, en fait, ne le sont pas. Et donc nous, on est vraiment tombé dans cette marmite de l'éco-conception, c'est-à-dire, moi j'aime bien l'expliquer comme ça pour bien simplifier, mais c'est d'abord de dire à quoi on se mesure. On n'est pas éco-conçu en soi, c'est-à-dire j'ai identifié un usage qui ne me semble pas optimal pour l'environnement. Nous, en l'occurrence, c'était comment on s'hydrate aujourd'hui au bureau. On a mesuré ce que ça coûtait à la planète sur 14 ou 15 indicateurs environnementaux, donc pas seulement les déchets ni les émissions de gaz à effet de serre, mais la pollution de l'eau, de l'air, l'épuisement des ressources naturelles, etc. Et donc à partir du moment où on a su ce que les usages tels qu'ils existaient créaient comme problème, on a pu comparer ce que nous, les impacts de fabrication du produit et son cycle de vie allaient générer comme impact et s'assurer qu'on aurait un gain significatif sur une majorité d'indicateurs d'impact. Et notamment, du coup, notre choix, par exemple, de la fabrication française, intuitivement, on se disait ça va être dingue en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il n'y a pas de camions qui vont arriver depuis le fin fond de l'Asie. On s'est rendu compte que sur l'ensemble du cycle de vie du produit, ce n'était pas forcément l'enjeu prioritaire. En revanche, évidemment, quand on fabrique quelque chose, le fonctionnement de l'usine, quel est le type d'énergie avec lequel ça fonctionne, ça joue beaucoup. Et notamment, on s'est rendu compte qu'en fabriquant en France, on était plutôt meilleur sur l'indicateur de réduction des gaz à effet de serre, mais que par contre, on n'était pas très bon sur le potentiel de radiation ionisante. Donc ça, c'est le fait qu'on fonctionne beaucoup à l'énergie nucléaire. Et là, du coup, ça devient très intéressant parce qu'on est face à un choix de se dire, ok, donc on a fait ce choix de faire en France, effectivement, on ne fonctionne pas au charbon, mais un peu plus au nucléaire. Est-ce que nous, on est prêt à assumer le fait de potentiellement plus contribuer à ça? Notre réponse, nous, immédiate, elle a été digne de Jean Covici, mais de se dire, ouais, par rapport aux enjeux actuels, on pense que c'est plus important de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est ça qu'on a trouvé passionnant, notamment sur ce sujet-là. Est-ce que toi, par rapport à ces enjeux environnementaux, est-ce que tu observes une tendance ces dernières années d'entreprises, d'entrepreneurs qui font le choix de relocaliser par rapport à des réflexions vraiment d'abord écologiques en fait? Alors oui, la réponse est oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se posent les bonnes questions. Mais les entrepreneurs se posent beaucoup plus de questions qu'ils s'en posaient il y a quelques années. Alors peut-être forcé aussi, parce qu'il y a aussi un mouvement qui vient de la base et ils ne sont pas idiots, ils ont compris qu'il faut qu'ils réfléchissent un petit peu parce que c'est aussi leur business qui est en jeu. Il faut être réaliste. Mais ce sujet est vraiment important. Et moi je voulais quand même signaler une chose importante, c'est que l'innovation aujourd'hui est au service de l'industrie. Donc on parle de start-up industrielles, beaucoup, c'était quelque chose auquel on parlait pas beaucoup. Avant on opposait les start-up à l'industrie. Et ces start-up industrielles sont au service de l'industrie décarbonée. Et l'industrie aujourd'hui doit être au service de l'écologie. C'est un vrai sujet. L'industrie décarbonée, alors on en parle, tout le monde est d'accord, mais au-delà de ça, c'est que je pense qu'il y a vraiment une volonté, en tout cas des industriels sur la réindustrialisation, de trouver des moyens d'être beaucoup plus vertueux sur les productions. C'est-à-dire qu'on va pas, de toute façon, il faut produire mieux, moins des produits de qualité, donc ça c'est un sujet sur lequel je pense que tous les industriels aujourd'hui sont d'accord. Mais au-delà de ça, il y a vraiment un sujet, et je pense que l'industrie, contrairement à ce qu'on peut croire, tout ce qu'on nous a dit pendant des années, c'est sale, c'est polluant. Aujourd'hui, au contraire, je pense que l'industrie peut être au service de l'écologie, et ça c'est important, parce que c'est quelque chose qui est pour moi fondamental, parce que j'ai pas envie d'opposer les sujets, on s'est trop opposés pendant des années. C'est pour ça que quand je dis que c'est une bataille culturelle, il faut que tous on soit focus sur ce sujet, mais je pense que l'énergie que chacun doit mettre
à ce changement de paradigme de toute façon qu'il faut prendre en compte parce qu'on n'a pas le choix, c'est important de fédérer et d'être tous focus sur cet objectif. Mais moi, pour visiter beaucoup d'usines dans le cadre de mes fonctions d'Origine France Garantie dans tous les secteurs d'activité, c'est un sujet qui pour moi aujourd'hui est le sujet numéro 1 dans les industries, dans la croissance des industries, dans la façon dont les gens réfléchissent. Il y a quand même un paradigme qui a changé terriblement, c'est le long terme. On commence à parler de long terme, et ça, c'est quand même énorme dans tous les secteurs d'activité. D'avoir une stratégie à long terme dans l'industrie, ça change beaucoup. Ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Donc ça veut dire que tout ça va dans le bon sens, et qu'effectivement, les consommateurs, de toute façon, sont exigeants et ont besoin à la fois de transparence, de traçabilité, et bon, là je fais encore de la pub pour la certification Origine France Garantie, qui est une certification, tu as parlé de label tout à l'heure, c'est une certification, donc il y a un audit qui est fait, c'est pas déclaratif, comme peut l'être le Made in France. Voilà. Et donc les consommateurs aujourd'hui poussent, de toute façon, clairement, toutes les études qu'on fait montrent que les consommateurs aujourd'hui ont cette conscience, et que sur 2 produits équivalents, ils vont aller vers celui qui est le plus vertueux, ça c'est évident. Donc c'est le moment où on va essayer de prendre ta casquette vraiment évaluation environnementale expertise, et pour replacer en fait la partie relocalisation dans des enjeux de réduction d'impact au global. Et il y a déjà, le principal enseignement, il a déjà été dit, il est déjà connu, il a déjà été cité par Gilles, mais très souvent qu'on pense relocalisation, fabrication française, l'image qui nous vient en tête, c'est ouais, c'est super chouette parce qu'on va éviter tous ces camions qui font 3 fois le tour de la planète et qui nous approvisionnent de continents très très lointains dans des produits du quotidien, des vêtements, des chaussures, etc. Ce point-là spécifique du transport, en réalité, et ça c'est aussi un point, en éco-conception on essaie d'éviter d'avoir trop d'a priori sur qu'est-ce qui pèse en termes d'impact sur l'environnement de nos produits, ce point spécifique du transport n'est pas si significatif que ça. Ça va dépendre des produits, il n'y a pas de règle absolue, mais si je prends l'exemple du secteur textile, l'approvisionnement de nos produits, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie des produits textiles. Donc c'est pas très significatif, ça ne veut pas dire que c'est pas important, ça veut dire qu'il y a plein d'autres sujets avant de se poser la question de réduire les impacts associés au transport. Ce que je dis là, c'est vrai dans une certaine mesure, il suffit que vous fassiez venir vos produits par avion, et en fait le bilan environnemental du transport sera catastrophique, mais voilà, c'est quand même dans la plupart des catégories de produits, on retrouve cet impact assez marginal du transport, ce qui ne veut pas dire que ce soit une bonne idée de faire fabriquer à l'autre bout de la planète, parce que qui dit relocalisation dit effectivement recourir à des entreprises déjà qui sont soumises à un cadre juridique contraignant, ça peut changer pas mal la donne sur des pratiques industrielles, et aussi effectivement qui s'approvisionnent d'une énergie qu'on maîtrise, une électricité avec un mix électrique pour le cas français qui est beaucoup plus faible en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Sur l'exemple de Gobilab, on a fait l'exercice inverse, de se dire bon, sur celui-là, sur Indoor, qu'est-ce que ça aurait donné si on avait fait fabriquer en Asie, et en l'occurrence, ça aurait été 20% d'émissions de gaz à effet de serre en plus sur le cycle de vie du produit, donc ça aurait été quand même très significatif comme impact. Mais pas tant parce qu'il aurait fallu l'approvisionner, mais plutôt parce que l'électricité qui aurait été utilisée pour le fabriquer en Asie aurait été plus charbonnée. Donc bien sûr, il y a des sujets de transfert d'impact, parce que donc on est éco-conception, on est aussi multicritères, on va regarder tout un tas d'indicateurs pour s'assurer qu'on ne gagne pas d'un côté pour perdre de l'autre. Donc bien sûr, le sourcing énergétique, le sourcing d'une électricité issue de renouvelables. Donc ça c'est le premier point, qui est probablement plus important que le transport. Après il y a plein d'autres intérêts indirects qui vont être associés à une relocalisation, une fabrication plus locale. Il y a, bon, ça a été dit, les savoir-faire. Je pense que c'est assez essentiel de se dire cultivons un tissu industriel qui nous permette d'éco-concevoir les produits de demain. Plantons le savoir-faire qui va le permettre. Il y a aussi un point qui est hyper important, si je reprends l'exemple du textile, le textile c'est 16% d'invendus. Peut-être que le fait de raccourcir, d'avoir des fournisseurs qui sont plus locaux permettent d'être un petit peu plus fluide dans la gestion de ces stocks et d'éviter une part significative des invendus, et ça c'est un vrai levier.
Il y a probablement aussi quelque chose à voir avec la valorisation de nos déchets. Aujourd'hui, on produit sur le territoire une matière première secondaire qui est les déchets qu'on va être en capacité de recycler. Peut-être que c'est intéressant d'avoir des industries qui soient capables de les utiliser plutôt que d'avoir à exporter les déchets qu'on va générer. Il y a peut-être aussi quelque chose à voir avec l'émergence de nouveaux modèles économiques. On parle beaucoup d'économie de la fonctionnalité, passer du produit au service, de la location plutôt que de la vente, de la consignation. Pour mettre en place ces systèmes-là, il va falloir avoir un certain nombre de savoir-faire et d'industries qui sont locales et qui sont capables de gérer ces produits-là, parce que ça, même si c'est du service, il y a des produits derrière. Enfin voilà, il y a plein d'intérêts indirects, sans parler de ce que Gilles a déjà cité, qui est son premier cheval de bataille, les garanties sociales que le recours à des entreprises de proximité peuvent apporter. Aujourd'hui, pour nous, chez MUL, ça nous paraît complètement aberrant de essayer d'éco-concevoir un produit au détriment de l'impact social que ce produit pourrait avoir sur tout son cycle de vie. Donc le fait de produire en France, ça peut peut-être favoriser l'émergence de projets qui soient éco-sociaux conçus, et pour nous c'est une évidence qu'il faut aller vers cette direction-là. Voilà, donc en conclusion sur l'intérêt du local, il faut peut-être quitter un peu cette image du camion qui tourne. Effectivement, si on peut gagner 2% d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre du textile en relocalisant, tant mieux. Mais il y a plein d'autres effets indirects que peut permettre la fabrication française, et c'est tout ce potentiel-là qui est aujourd'hui sous-exploité qu'il faudrait développer. J'aime bien cette idée d'éco-socio-conception. Convergence des luttes. Ouais. Non, mais c'est vrai que nous, on était un peu naïfs, je pense, quand on a lancé l'entreprise. On s'est dit, ok, on a tous les jours des gobelets jetables dans nos bureaux, c'est nul, ça tombe, il faut qu'on fasse mieux, on va monter une boîte, on va faire bien. Et du coup, on s'est dit, il faut faire un local, on va faire travailler des personnes en situation de handicap pour préparer les commandes, on va travailler en éco-conception, etc. Mais de manière un peu naïve, et finalement... plus le temps passe et plus on se dit mais cette éthique de fabrication elle est fondamentale, parce que en travaillant en éco-conception, l'idée c'est d'avoir une proposition au plus juste par rapport aux besoins. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire faire la meilleure gourde, le meilleur sac avec des tas de fonctionnalités pas possibles, c'est de se dire par rapport aux besoins qui est de s'hydrater une journée au bureau avec la fontaine au bout du couloir, de quoi j'ai besoin en termes de matériaux, d'épaisseur, etc. Pour répondre avec le moins d'impact possible sur l'environnement, de manière la plus juste aux besoins. Et pour moi, c'est un peu la définition de la sobriété environnementale. Et je ne vois pas comment on peut aborder ça sans se poser la question des gens qui fabriquent et de l'ensemble de l'écosystème sur lesquels vont ruisseler ces bonnes pratiques. Nous, on a commencé à travailler il y a 12 ans avec des injecteurs plastiques qui ne voyaient pas le problème sur les vieux plastiques avec du BPA, qui étaient morts de rire, qui m'ont traité de bobo. Et en fait, au bout de 12 ans à travailler ensemble, bon, c'est pas encore des militants, hein, mais ils ont fait vachement de chemin. Ils récupèrent tous les déchets post-industrie, pour nous comme pour tout le monde. Ils parlent d'éco-conception à tous leurs prospects, ils les dirigent vers l'ADEME. Enfin, on leur a fait découvrir tout un monde. Et ils font travailler aussi tous leurs clients avec, pareil, des structures d'insertion. Enfin, il y a aussi un ruissellement qui est chouette et qui fait que tout le monde monte en compétences. Et puis aussi, voilà, nous, on a une capacité de réaction très rapide parce qu'on fabrique à 40 km de nos clients en Ile-de-France, et que donc on peut avoir des stocks au plus juste. Pendant le Covid, on a pu continuer à fonctionner parce qu'on allait à l'usine. Enfin, voilà, c'est aussi tous ces effets-là qui sont intéressants. Je voulais effectivement revenir sur le sujet du recyclable. Aujourd'hui, dans l'industrie, c'est un sujet qui est vraiment pris... c'est peut-être l'objectif numéro 1 de tous nos industriels. Et encore une fois, pour une raison simple, c'est qu'il y a certainement des marges à récupérer par rapport aux problématiques aujourd'hui d'approvisionnement des matières premières. Donc le sujet du recyclable, tous les secteurs confondus, sont vraiment... c'est un sujet que les industriels... Alors encore une fois, tant mieux, moi je suis pragmatique, que ce soit pour des raisons de coût, tant mieux. Ça favorisera la planète. À un moment, il faut se poser les bonnes questions. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du textile. Il y a beaucoup d'opérations qui sont mises en place aujourd'hui autour du textile. J'espère qu'on n'aura jamais
l'occasion de cultiver du coton en France, parce que ce serait quand même très mauvais signe. Mais en tout cas, il n'y a pas de coton, donc voilà, il y a des sujets sur le fait de recycler tous ces produits qui sont en capacité d'avoir une seconde vie. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le sujet. Hier soir, j'étais avec Thomas Uriez, que vous connaissez certainement tous, de 1083, qui travaille beaucoup sur ce sujet du coton recyclé pour ses jeans. Donc vraiment, il y a une volonté de chercher des moyens aujourd'hui de faire avancer cette cause. Donc c'est un sujet que nous, enfin en tout cas dans notre périmètre industriel, on a vraiment en tête, à tel point que dans notre rapport, vous allez dire, je reviens toujours à notre rapport, nous on demande aux politiques, et pour ça que j'ai une bataille culturelle et tout le monde doit être derrière ce sujet, nous on dit les subventions qui peuvent, alors tout ce qui est subventions, demande d'emprunt au niveau de tout ce qui concerne en fait l'État, ça, on demande à ce qu'il y ait aussi des leviers sur le fait que l'obligation qu'une partie des produits soit recyclable. Donc en fait, il y a beaucoup d'argent aussi aujourd'hui qui sont déversés dans l'industrie pour industrialiser, et c'est une bonne chose, on en a besoin. Mais effectivement, nous on demande des contreparties, et notamment sur le périmètre du recyclable, que les entreprises qui bénéficient des aides de l'État sur leurs projets industriels soient en capacité de dire, en contrepartie, nous on s'engage à avoir une partie de notre production qui soit recyclable. Je me permets, mais je pense que c'est pas très sûr, mais par exemple dans la commande publique, il est interdit de favoriser le Made in France. Parce que c'est contraire aux règles de concurrence européenne. Du coup, ce que tu disais tout à l'heure, que les Allemands arrivent à faire beaucoup plus de commandes publiques issues de leurs entreprises nationales, effectivement, souvent, la façon de contourner, c'est de mettre des éléments sur l'éco-conception, etc. Mais on n'a pas le droit, en tout cas, de privilégier le circuit court sur la commande publique, ce qui est assez rageant, quoi. Et je vois, est-ce que tu veux dire quelques mots? On est super en timing, il nous restera, si tu tiens en 2 minutes, oui. Un quart d'heure de questions-réponses. Tu me laisses la conclusion là? Vous avez une inspiration pour les questions? Non, mais moi, ce qui me paraît essentiel, en tout cas ma perception moi, de la fabrication française et de la relocalisation de manière plus générale, c'est que c'est un super potentiel. Et tout ce que ça peut permettre, ça a été cité par Florence, par moi, une fabrication peut-être un peu plus réfléchie, un peu plus sobre, avec un impact de fabrication plus léger, plus maîtrisé, une meilleure gestion des stocks, l'implantation des savoir-faire, les garanties sociales, enfin tout ça c'est plein d'avantages potentiels que peut permettre une relocalisation et une fabrication française, mais il ne faudrait pas croire, et Gilles l'a dit tout au début de son intervention, il ne faudrait pas croire que parce qu'on fabrique en France, on a des produits éco-conçus. Ça c'est pas vrai du tout. On peut fabriquer de très très mauvais produits sur le territoire français, il n'y a pas de problème. Donc le sujet c'est que, en tout cas, c'est pas parce qu'on fabrique en France que les produits ont moins d'impact. Pour que les produits aient moins d'impact, il y a une démarche qui s'appelle l'éco-conception et qui peut, en combinaison avec un a priori comme ça, enfin une envie, une velléité de fabriquer en local, apporter tous les garde-fous nécessaires pour que la fabrication locale rime avec une réduction d'impact. Et ces garde-fous, c'est les principes fondamentaux de la démarche d'éco-conception. On va regarder le cycle de vie dans son ensemble. On va avoir cette approche multi-critère qui a été très bien illustrée par Florence, parce qu'on s'est arraché les cheveux sur cette question des radiations ionisantes pendant quelques années. Il y a la prise en compte du service rendu, ça a été aussi bien illustré par Florence et par Gilles quand tu parlais de produits de qualité, moins de produits mais des produits de qualité, ça c'est le service rendu qui est quelque chose d'essentiel dans l'éco-conception. Un produit, un pull éco-conçu, qui serait éco-conçu, mais ouais, bon, il est un peu moche, il est mal coupé, puis il gratte le cou, ça c'est pas de l'éco-conception. Hein. Et puis aussi cette vision un peu systémique du problème, on ne va pas seulement regarder le produit, on va regarder tout ce qu'il y a autour, pour avoir la vision la plus large possible, pour être capable d'identifier des enjeux qui sont peut-être indirects, mais sur lesquels on peut avoir la main malgré tout. Donc pour moi, voilà, ce qui me paraît essentiel, et ce que je dis à toutes les entreprises, et il y en a beaucoup qui viennent nous voir, des entrepreneurs comme Gobi il y a 12 ans, un peu moins pionniers pour le coup, mais qui viennent nous voir en nous disant voilà, on veut faire un produit qui sera made in France parce qu'on pense qu'on veut que ça ait un impact sur l'environnement. On leur dit toujours attention, oui, alors c'est une très bonne idée de faire de la fabrication française, nous ça va nous permettre d'accéder à plein de leviers qu'on n'aurait pas autrement. Par contre, attention, ça ne suffit pas. Hein. Il y a un certain nombre de précautions à prendre pour s'assurer que le produit réponde aux enjeux environnementaux qu'on connaît. On
11h01. Qui est au top. Est-ce qu'il faut faire circuler le micro du coup? Ou alors vous répétez la question. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, je suis Karen Mayeli de la société Kipit. Alors je vais apporter un témoignage un petit peu. Bonjour, donc je suis Karen Mayeli de Kipit. Donc mon témoignage va un peu assombrir le sujet puisque Kipit c'est une entreprise française dont l'objectif est de concevoir et de vendre de l'électroménager durable, réparable et de le fabriquer en France. Aujourd'hui, Kipit va très certainement être liquidé pour une raison principale, l'attraction du marché, parce qu'il y a une vraie demande, il y a une vraie logique à éco-concevoir les produits et on a vraiment une traction extrêmement forte. Le souci, c'est pour nous, c'est la perte de compétences sur le territoire au niveau industriel. Globalement, on n'est pas parvenu à faire produire en France une pièce en inox qui, aujourd'hui, on a la vision, on peut la faire produire en 15 semaines en Chine. Ça fait 2 ans qu'on se bat avec des fournisseurs français. Alors le souci, c'est que 2 ans, c'est long, et qu'en termes de trésorerie, on ne suit plus, et que, Gilles, vous parliez du long terme, et aujourd'hui, les investisseurs ne suivent pas encore ce long terme, malgré le Made in France et malgré l'éco-conception. Alors, c'est un vrai sujet. Globalement, nous, on travaille beaucoup sur le problème de l'attractivité dans l'industrie. Et effectivement, dont tu parles aujourd'hui. Effectivement, c'est un vrai sujet. Bon, il y a quand même des choses qui se mettent en place aujourd'hui. Il y a des fonds qui travaillent un peu sur le temps plus long. Alors, j'imagine que tu as été les voir, mais bon, il y a des gens qui réfléchissent et qui savent que dans l'industrie, on ne peut pas avoir un retour sur investissement rapide, mais par contre, peut-être que c'est plus durable, d'une part. D'autre part, ça donne un sens à ces investissements. Parce qu'il ne faut pas oublier que les fonds d'investissement, ils ont besoin d'abonder par des gens qui mettent de l'argent dedans et qui, aujourd'hui, se posent des questions de savoir leur investissement, à quoi il sert. Donc, il y a quand même une prise de conscience. C'est pas assez rapide, hein, je comprends tes difficultés et je sais de quoi je parle parce que moi j'ai subi exactement la même chose que toi sur mon usine, donc c'est très compliqué. Mais ça bouge, il se passe des choses et c'est pour ça que nous on essaye vraiment quand je dis que c'est une bataille globale, culturelle et une cause nationale, on essaye de faire comprendre qu'il faut aller vite parce que des gens comme toi, c'est quand même pas normal qu'on ne soit pas en capacité aujourd'hui de les aider sur des produits de grande consommation comme je sais ce que vous avez fait, c'est absolument formidable, la bouilloire, c'est vraiment top. Mais voilà, donc je comprends qu'il y a encore beaucoup de trous dans la raquette, hein. Moi je suis pas du tout, et d'ailleurs c'est ce que nous on n'arrête pas de dire au gouvernement, hein. On essaye de faire bouger les lignes et de faire du lobbying, et aussi force de proposition. Mais c'est sûr de trouver dans des filières des gens en capacité de produire, c'est un vrai sujet parce qu'on a été laminé, encore une fois, je ne vais pas répéter ce que je dis, mais pendant 40 ans, on nous a dit qu'il n'y aurait plus d'industrie en France. C'est exactement comme le problème de la commande publique. Aujourd'hui, les acheteurs français ne sont pas formés à monter des appels d'offres pour que nos entreprises françaises récupèrent ces appels d'offres. Et les Allemands ont eu cette culture de monter des appels d'offres pour que ça puisse être... Donc, voilà, je comprends, je suis très triste pour vous parce qu'en plus, je pensais vraiment que ça fonctionnerait, mais voilà. En tout cas, nous, on a vraiment cette volonté de travailler sur cette problématique de l'attractivité d'une manière globale dans l'industrie et de montrer que l'industrie aujourd'hui, ça peut être vertueux, ça c'est un vrai sujet, que travailler sur l'éco-conception, c'est quand même super valorisant. Moi, je dis toujours, quand j'interviens dans des écoles d'ingénieurs, je leur dis c'est quand même plus valorisant de travailler sur l'éco-conception d'un produit que sur un algorithme pour gagner 2% en bourse, quoi. Il y a un moment où il faut se demander pourquoi on est là et ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Bon, j'ai pas de fonds d'investissement, sinon je t'assure que je serais intervenu.
Et je comprends sur l'inox, hein, parce que nous on a beaucoup bataillé. On sait que la gourde qu'on trouve le plus, c'est la gourde double paroi isotherme en inox made in China, avec un bilan environnemental de fabrication assez lourd. On est en train de travailler sur les projections, mais voilà, qui est très difficile à faire en France, ou en tout cas sur les projections de prix qu'on a faites, on est à x4 par rapport à ce qui arrive d'Asie. Et quand je vois les prix d'achat des gourdes justement double paroi isotherme qui arrivent de Chine, ça ne reflète pas le prix des matières premières. Je ne sais pas comment on peut faire rentrer des salaires dans ce prix. Donc voilà, je comprends aussi, c'est très difficile de faire des belles choses en inox en France. Ouais. Il y avait des mains qui s'étaient... Juste un truc à ajouter très vite. Ouais. Bon, ça va pas la rassurer, mais ça va pas te rassurer, mais la semaine dernière j'étais à l'UIMM, qui est donc le syndicat de la métallurgie, qui est un énorme syndicat, 42 000 entreprises avec des grosses sociétés, et ils ont exactement les mêmes problématiques. Hein. Donc encore une fois, ça va pas te rassurer, mais c'est pas lié à la grosseur du... C'est un sujet beaucoup plus global. C'était qui en premier, soyez honnête. C'était monsieur, je crois. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette intervention. Moi j'avais une question qui est un peu dans la même lignée. Selon vous, quels sont les freins principaux à une relocalisation massive pour être provocateur volontairement? Est-ce que quand on continuera de vendre des t-shirts à 10 €, on y arrivera? Allez. Merci. Non mais je pense que ça peut se résumer, enfin en tout cas il y a pour moi un vrai levier. Favoriser cette relocalisation, c'est est du côté du consommateur, du côté de celui qui vote à la frontière et qui prend conscience qu'on ne va pas pouvoir continuer à consommer de cette manière-là. Que nécessairement il va falloir qu'on envisage de changer nos modes de consommation vers des produits plus durables, de meilleure qualité, qui durent plus longtemps, mais en acheter moins. Donc peut-être accepter d'acheter une gourde 4 fois plus chère pour rendre possible le fait que l'inox soit fabriqué en France et se dire que cette gourde qui durera 4 fois plus cher, je vais me débrouiller pour la garder 4 fois plus longtemps, et puis le bilan environnemental, le bilan économique long terme est le même. Mais juste, voilà, j'ai pas la possibilité tous les 2 ans de renouveler ma gourde, il faut que je la garde plus longtemps. Je pense qu'il y a un vrai basculement du côté du consommateur de se dire je vais favoriser ces produits-là, je sais qu'ils sont plus chers et je sais que. Et probablement ça pas possible pour tout le monde, mais en tout cas ceux qui ont la possibilité d'investir dans leurs produits de consommation, qu'ils le fassent. Parce que de toute façon, continuer sur un schéma comme ça où on consomme des produits pas chers, on en consomme beaucoup et on déprécie leur qualité parce qu'ils n'ont pas de valeur et on les jette rapidement, d'une manière ou d'une autre ça va s'arrêter. On ne pourra pas continuer comme ça. Donc plutôt on prend conscience qu'il va falloir investir un peu dans nos produits de consommation et puis favoriser des produits qui tiennent dans le temps, et peut-être que le bilan économique en fait il est équivalent. Ça je pense que c'est en tout cas à mes yeux un des principaux leviers. Je pense que la contrainte aussi serait pas mal, hein, c'est-à-dire cette notion de passer de la prime au vice à la prime à la vertu, c'est-à-dire de taxer les externalités environnementales, c'est-à-dire que dans le prix d'un produit, il y ait aussi le prix de ce que ça a coûté à la nature, sa fabrication, ou le prix du carbone intégré, et du coup de se retrouver avec des produits vertueux qui finalement seraient économiquement plus compétitifs. Après, ça pose aussi vraiment la question de... on va pas se retrouver qu'avec des produits hyper chers, soit parce qu'ils sont faits très bien, soit parce qu'ils sont lourdement taxés, parce qu'ils arrivent de loin. Nous, c'est aussi notre pari de se dire, voilà, comment parfois on peut faire plus simple, réfléchir à d'autres formes de matériaux, un peu moins chers, mais pour rendre accessible quelque chose qui a été bien pensé et bien fait. Parce qu'on va pas non plus se mettre à faire des trucs... que des trucs hyper chers, quoi. Mais en tout cas, et c'est une des discussions qu'il y a en ce moment au niveau de l'Union européenne, c'est de voir comment on taxe, comment on rajoute une taxe carbone sur un produit quand il passe la frontière. Oui, alors moi à titre personnel, je suis totalement pour une taxe carbone aux frontières, mais bon, ça c'est... Bon, encore une fois, j'engage personne, en tout cas dans mon mandat derrière ça, mais c'est vrai que c'est pour moi très important. Et pour répondre à la question, il y a quand même un sujet qui est le coût de production en France qui est effectivement plus élevé, mais bon, ça on sait, c'est fondamental, et puis encore une fois ça participe aussi
à notre modèle social. Donc ça, c'est un sujet. Nous on a une proposition, d'ailleurs, qu'on a soumise au ministre de l'Industrie en disant aujourd'hui, un produit fabriqué en France, il a déjà participé au modèle social français, on va dire, par les emplois, par l'investissement, par tout un tas de sujets. Et nous ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une TVA réduite sur les produits fabriqués en France pour justement baisser le décalage qu'il peut y avoir aujourd'hui avec les produits fabriqués au bout du monde dans des conditions qu'on ne connaît pas vraiment, et en tout cas pas avec les mêmes normes sociales et environnementales. Bon, on a déjà parlé assez longuement, mais du coup, nous, on estimerait que ce serait logique qu'effectivement, il y ait ce levier de TVA qui permettrait de rattraper la compétitivité par rapport à des produits fabriqués au bout du monde, parce qu'encore une fois, un produit qui est importé, on paye la même TVA, nous, en fabriquant en France, mais d'un autre côté, nous, on a participé par les impôts, par les emplois, par l'investissement à tout ceci. Donc, c'est quand même pas illogique. On va pas en fait, en gros, on prend deux fois donc, ça permettrait aux consommateurs. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il faut consommer moins mais mieux des produits de qualité qui durent. Après, il y a un problème de pouvoir d'achat, donc il faut aussi travailler sur la problématique prix du produit fabriqué en France, surtout en ce moment. Et l'autre sujet qui me semble, alors là, on va revenir sur un sujet un peu sensible qui est l'énergie. Historiquement, on avait quand même, nous, le seul avantage concurrentiel par rapport au coût de production, au coût du travail en général, c'était qu'on avait une énergie qui était moins chère que nos voisins, parce que le fait est qu'on avait une stratégie qui avait été complètement différente que nos voisins. Parce que un truc qu'on oublie, c'est que les Allemands, ils ont quand même bâti leur industrie sur du gaz pas cher acheté en Russie, en se disant de toute façon c'est formidable, nous on a le gaz russe, donc on va être hyper compétitif avec le gaz russe. Sauf que tout ça, cette mondialisation, ça marche bien en temps de paix, mais on s'aperçoit que ça marche pas aussi bien en temps de guerre. Donc la problématique de l'énergie pour l'industrie est quand même fondamentale. Alors les énergies renouvelables, c'est un sujet